Bonjour à toutes et à tous. Nous lançons cette nouvelle salve de conférences scientifiques des ouvertures, ce cycle 22-23, qui a pour thème son et science. Et on a essayé d'avoir un spectre un peu large des recherches qui se font sur ce thème-là, sur l'université, puisque c'est le principe de ces conférences, donner la parole à nos scientifiques sur des sujets, sur des thématiques un peu imposées. Enfin, en tout cas, c'est l'exercice. On commence ce cycle avec Sylvain Mangiarotti, qui travaille sur... Donc sa conférence s'intitule « La grille ouverte ou le signe son au sein du son musique ». Donc c'est assez musical. C'est pour ça qu'on a passé le film La La Land hier soir, puisque je vous rappelle que la veille de chaque conférence, on passe un film qui se rapproche un peu du thème de la conférence. L'idée, ce ne sont pas des films documentaires, ce sont des films un peu cultes. Enfin voilà, l'idée c'est de proposer à nos étudiantes et étudiants, et puis à tout le monde, de voir ou de revoir des films qu'on estime qu'il faut avoir vus, en tout cas. Voilà. Donc hier soir c'était La La Land, et aujourd'hui c'est la conférence en lien avec ce thème de la musique. Et donc c'est Philippe Richomme qui va présenter le conférencier du jour. Tous deux viennent du CESBio. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci. Alors, je vais présenter en effet notre conférencier aujourd'hui, Sylvain Mangiarotti. Donc, c'est assez difficile de peut-être le présenter dans le détail, tellement riche et puis effectivement dans beaucoup de domaines. Sylvain se définit lui-même comme dynamicien de l'environnement et concepteur musicien. Alors je dirais que c'est deux facettes marquantes en fait qui finalement je pense sont étroitement liées dans son parcours, dont je vais vous donner quelques éléments. Alors Sylvain est chargé de recherche, chercheur, donc chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche de développement depuis 2008. Il est affecté au CESBio, le Centre d'études spatiales de la biosphère, l'unité dans laquelle je travaille. C'est une unité mixte de recherche rassemblant 5 instituts, le CNRS, Centre national de recherche scientifique, le CNES, Centre national d'études spatiales, l'IRD que je viens de mentionner, et l'INRAE, l'Institut national de recherche en agronomie alimentaire et écologie. Je dirais ces 5 sensibilités, compétences en fait, différentes mises en commun pour développer nos connaissances du fonctionnement de la biosphère continentale en faisant un usage important de la télédétection spatiale. Je dirais que c'est une pluralité et recherche thématique qui convient très bien à Sylvain, qui a pour projet d'appliquer, quand il est arrivé au CESBio, la théorie du chaos, qui concilie, je dirais, déterminisme et imprévisibilité, aux dynamiques continentales, environnementales, afin d'en déterminer les caractéristiques intrinsèques et leur complexité. Alors ce qu'il fit en effet très bien en obtenant le premier attracteur chaotique, je ne pouvais pas faire autrement que de le dire, issu de la télédétection spatiale en 2011. Je crois d'ailleurs que c'était sur le cycle de la végétation au Mali, c'est ça, ou en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et puis en diversifiant, je dirais, ce regard sur d'autres thématiques telles que les couplages biophysiques, éco-épidémiologiques, difficile à prononcer, et plus largement, je dirais, l'environnement. Mais au-delà de ces recherches, il s'intéresse également à créer des liens interdisciplinaires entre sciences, culture, et notamment la musique, la conception musicale, l'improvisation musicale, domaine qu'il connaît et maîtrise très bien, je dois dire. Alors en effet, Sylvain étudie dès l'adolescence le saxophone. Il prolonge son intérêt musical en intégrant le conservatoire de Toulouse, sur lequel il ira jusqu'au fin de niveau d'études. Et je dirais développe au fil du temps sensibilité, créativité et compréhension de la musique. Musicien accompli, concertiste, son regard scientifique également l'amène sur différents territoires théoriques tels que les rythmes paradoxaux, les accélérations perpétuelles, l'improvisation multi-support, schizophrénie rythmique, des mots qui sont très très étonnants en fait, et notamment l'improvisation collective. Alors tous ces éléments, il le met en pratique au sein de différentes formations,
pour nommer le quintet d'élite son, je dirais entre 2006-2008, puis le trio Toccati, 2008-2011. L'improvisation, et plus particulièrement l'improvisation collective, l'intéresse. En parallèle de sa thèse, qui était en 2002, il développe, élabore un langage musical, dont il va être question aujourd'hui. La grille ouverte, elle est destinée à improviser, en cours de jeu et par le son, le comportement collectif de la formation. Et c'est bien le sujet de cette conférence. Je finirai simplement par dire qu'il est l'auteur de l'ouvrage La grille ouverte, donc qui porte sur ce sujet, très récemment publié et déposé sur le site de la BNF. Sylvain ? Merci bien. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler de la grille ouverte, un langage qui met le signe au sein du son, au sein de la musique. Alors, je ne vais pas redire ce que tu viens de dire, ce qui me permet de passer directement à la suite. Et je vais commencer par faire une distinction qu'on peut faire entre ce qu'on appelle le complexe et le compliqué. Parce qu'on a souvent un petit peu affaire aux deux. Et j'aimerais essayer de faire ce lien entre les sciences et puis la musique dont je vais vous parler plus. Quand on parle de complexe, en général, on parle de choses qui sont difficiles à prévoir, d'une part, et puis de la possibilité d'émergence de comportements. Quand on parle de compliqué, on parle un peu à l'inverse de beaucoup de choses à la fois qui se mélangent, beaucoup de liens, beaucoup d'éléments qui viennent se combiner, mais pas de quelque chose qui va émerger, ni de quelque chose d'imprévisible. Par contre, on a besoin du compliqué pour comprendre le complexe. Donc, un exemple de complexe, c'est les phénomènes de convection. On chauffe un liquide en bas, et c'est l'exemple de la lampe qui est ici en rouge et blanc. Les éléments que l'on chauffe deviennent moins denses, ils s'élèvent, ils refroidissent arrivés en haut, ils redescendent. Ça crée un cycle de convection. Si la différence de température est très faible, il n'y a pas de convection. Si on augmente la différence de température, on commence à avoir des cycles. Si on l'augmente encore, on peut avoir de la turbulence. On a l'émergence d'un comportement. A l'inverse, si on veut mesurer tout ça, eh bien, on va développer des instruments qui ne vont pas être complexes, parce qu'on ne veut pas que nos instruments, eux, ils développent des comportements différents. On veut qu'ils nous donnent la température, la pression, tous les éléments qui sont caractéristiques. Donc c'est un petit peu quelque chose qui va à l'inverse l'un de l'autre. Alors j'ai donné l'exemple de la lampe. Comme compliqué, je peux vous donner l'exemple de la cabine de pilotage. Et comme autre exemple du complexe, j'aime bien le personnage Julius Corentin Haquefac, tiré de l'origine de Marc-Antoine Mathieu, qui, à la page 42, découvre la page 43 qui a été arrachée. Alors évidemment, c'est une situation un peu paradoxale, qui paraît impossible, mais il faut se souvenir que Julius Corentin Haquefac, en fait, il est prisonnier du pays des rêves, et donc ce qu'on voit, en fait, c'est des choses qui peuvent se passer dans le cerveau. Et le cerveau, c'est complexe. Ça, je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec moi pour le dire. Mais pour avoir du complexe, pour avoir de l'imprévisible, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'éléments. On peut commencer avec très peu de choses. On peut commencer, pour avoir de l'imprévisibilité, avec juste quelques variables. Donc, imaginez que vous ayez un système très simple, avec deux variables, x et y. L'état de notre système va être donné par un point, ici. Si ce système évolue au cours du temps, eh bien, on va avoir une trajectoire qui nous montre que l'état évolue au cours du temps. Si jamais, à un moment donné, notre trajectoire se croise elle-même, eh bien, on a un problème de déterminisme ici. Pourquoi ? Parce qu'en ce point, on a deux futurs possibles. Et donc, on n'a plus de déterminisme. Sauf si il existe une autre variable qui nous a échappé, qui fait qu'en fait, notre espace a plusieurs dimensions, et donc, on peut passer par-dessus sans le croiser. On augmente la dimension du système, et c'est une manière aussi d'augmenter la liberté. Le premier système comme ça, qui soit imprévisible et en même temps déterministe, c'est le système de Lorentz, ce que voici en haut à droite. Trois variables, x, y, z. Si on change légèrement les conditions initiales, on obtient tantôt la variation en bleu, tantôt la variation en rouge, pour les trois variables. Autrement dit, une toute petite différence de conditions initiales donne une histoire différente. Mais derrière, ce sont les mêmes comportements, ce sont les mêmes équations, ce sont les mêmes processus. Pour étudier ce type de système, eh bien, on peut faire comme on l'a fait précédemment, regarder l'espace des états, suivre l'état du système au cours du temps.
Et de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que nos courbes bleues et rouges convergent vers la même structure. C'est un attracteur chaotique qui est à la fois déterministe, elle ne se croise jamais, et en même temps, elle est imprévisible, parce que deux conditions initiales divergent sur cet attracteur. C'est une condition nécessaire pour avoir de l'imprévisibilité, c'est une condition nécessaire de la complexité. Donc, j'avais envie de vous dire tout ça pour faire un petit peu le lien entre ce qui est prévisible, et en musique, on peut s'intéresser à l'aspect prévisibilité-imprévisibilité. Voilà ce que je fais plutôt d'ordinaire quand je suis au CESBio. Je prends des séries de mesures, ici, ce sont une série temporelle d'indices de végétation sur le nord du Maroc. Je recherche les équations déterministes potentielles qui peuvent être derrière, et comme ça, on a pu reconstruire, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, le premier attracteur chaotique issu de la télédétection spatiale. Autrement dit, ici, on part de mesures, et on essaie de voir pourquoi c'est imprévisible. Eh bien, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu le trajet inverse. On part de musique, et on va essayer de générer de l'imprévisibilité, mais de l'imprévisibilité individuelle et collective. C'est un peu l'objet. Alors imaginons un disque vinyle qu'on écouterait, qui nous permette d'écouter cette imprévisibilité. Voici notre tourne-disque, et le diamant va suivre le sillon. Sur un disque comme celui-là, on n'a qu'une seule solution. C'est ce que nous dit le théorème de Poincaré-Bendixson. Il nous dit que si on est sur un disque comme ça, donc de deux dimensions, eh bien le sillon ne peut jamais se croiser. Donc on va converger soit vers un point fixe, soit vers un cycle limite, que j'ai mis en rouge ici, quand le disque est fini. Alors évidemment, si le disque est rayé, on tombe sur la musique concrète. C'était irrésistible. Je ne vous le fais pas en marche arrière. Imaginons maintenant un disque qui permettrait cette imprévisibilité. On change très légèrement la position de départ de notre curseur et on va pouvoir avoir à chaque fois une histoire musicale différente. Ce disque, comme on l'a vu, il ne peut pas être en dimension 2. On aura besoin au moins d'une dimension supplémentaire. Eh bien, inventons un disque de dimension supérieure et venons y prendre deux points de départ ici, qui sont nos conditions initiales de notre improvisation. Imaginons même que nous soyons en dimension 4. Et suivons l'histoire de cette improvisation. Au départ, elle reste très proche, elle s'éloigne progressivement, légèrement, et puis d'un seul coup, elle diverge complètement. C'est à peu près ce qui se passe quand on prend des musiciens, quand on leur dit de faire quelque chose et d'improviser. Pendant un temps relativement court, ça reste la même chose, et très vite, ça devient complètement différent. Et ça donne un type d'œuvre qu'on peut appeler les œuvres ouvertes. Opera Aperta, écrit par Umberto Eco en 1962, décrit une œuvre ouverte comme une œuvre qui est inachevée et que l'auteur confie à l'interprète pour, à chaque fois, générer une nouvelle performance, une nouvelle version de cette œuvre, voire une nouvelle œuvre. Les exemples qu'il donne, le premier exemple qu'il donne, c'est le Klavierstück 11 de Karl-Heinz Stockhausen en 1956, qui est une partition, comme vous la voyez ici, avec plusieurs éléments. Et l'interprète peut choisir l'ordre de ces éléments à sa guise. Il peut jouer 2 fois chaque élément. Quand il tombe une 3e fois sur cet élément, l'œuvre s'arrête. C'est le premier exemple qu'il donne, qui est une sorte de combinatoire. Par contre, le texte écrit est bien précis et on doit rester proche de ce texte. L'autre exemple qu'il donne, ce sont les jam sessions de jazz. Les jam sessions de jazz, ce sont des moments où les musiciens se retrouvent, ils ne se connaissent pas forcément, et ils doivent improviser autour d'une mélodie ou d'une progression d'accords. Alors ici, j'aimerais faire la distinction entre, d'une part, la liberté donnée aux musiciens, sans se poser la question de savoir s'il est vraiment libre ou pas, mais en tout cas, elle vient de lui au départ, ou elle semble venir de lui, et de l'autre part, quelque chose qui viendrait d'une contingence, ou d'un aléa, ou d'une probabilité stochastique, ou d'un chaos déterministe, qui serait déterminé ou non, mais qui ne serait pas décidé par l'auteur.
Autrement dit, dans un cas, on a une liberté de l'interprète, celle-ci, de l'autre cas, on ne l'a pas. Liberté réelle ou imaginaire, je ne sais pas, mais faisons comme si c'était une véritable liberté. Autre distinction possible, c'est le degré d'improvisation, le degré de liberté en quelque sorte, entre une partition qui serait écrite et qu'il faudrait lire, interpréter au niveau émotionnel, mais la partition est écrite, et à l'opposé, une improvisation libre complète, sans référence, avec tout un panel possible d'improvisation avec support entre les deux, un support très déterminant ou très peu déterminant. Autre distinction qui peut être utile, c'est le lien entre l'individu et le collectif. Parce que user de cette liberté, improviser collectivement ou ensemble, c'est très différent. Et ça a été... beaucoup de propositions ont été faites par Vinko Globokar pour générer des processus d'interaction entre les musiciens. Alors si on distingue liberté individuelle sur un axe et liberté collective sur un autre, on s'aperçoit que d'un côté, ici, on aurait un endroit où on n'a aucune liberté. C'est le support qu'on réécoute, le disque qui est déjà gravé. On ne peut plus apporter de liberté au moment de la performance, à moins de l'utiliser comme élément de composition. La musique classique offre relativement peu de liberté individuelle et collective dans la mesure où l'œuvre est déjà écrite. Bien sûr, tout l'enjeu, pour être créatif, c'est d'arriver à jouer de ce peu de liberté apparente pour passer de quelque chose de pas créatif à quelque chose d'extrêmement créatif. Ça n'exclut pas du tout la créativité de l'interprétation. Mais en tout cas, en termes de diversité de possibles, ça la restreint. Ensuite, la musique baroque, qui offre plus de liberté, puisqu'on a une basse continue sous-jacente sur laquelle on peut revoir la formulation des accords, mais sur laquelle on peut également improviser par des improvisations qu'on appelle des diminutions. J'ai mentionné ici le Klavierstück de Stockhausen, qui, lui, n'offre aucune liberté collective, puisqu'il est seul, mais par contre, qui offre plus de liberté que si la partition était simplement écrite, puisqu'il peut choisir son parcours au sein de la partition. Et puis le jazz, qui offre plus de liberté collective, puisqu'on a un support qui n'est pas obligatoire, sur lequel qui offre une plus grande liberté qu'un support de musique baroque, par exemple, et puis une liberté individuelle qui est plus grande également, et que les jazzmen ont eu tendance à vouloir étirer de plus en plus aussi. Alors le fait d'utiliser la combinatoire pour ouvrir une œuvre n'est pas récente. Il y a un exemple du XVIe siècle par Ghislain Dranker qui propose toute une liste de combinatoires possibles auxquels peuvent être associés une improvisation. Donc on a à la fois une ouverture de la liberté individuelle et de la liberté collective par cette combinatoire. On peut également trouver des exemples dans la musique traditionnelle, et notamment dans les makhamat irakiens, qui permettent à la fois une improvisation sur des thèmes et des réorganisations de structures. John Cage a proposé d'autres approches aussi pour utiliser le hasard, et donc il reprochait à ses contemporains de faire des musiques trop bonnes car elles n'acceptaient pas le chaos, que j'entends moi par l'imprévisibilité, qu'il semblait penser non pas comme de la probabilité mais plutôt comme du hasard ou de la chance. Et une manière de générer cette liberté a été de recourir notamment à des partitions graphiques dont l'interprétation n'était pas unique. Par exemple, celle-ci pour Earl Brown, qui lui s'inspirait beaucoup des mobiles de Calder, des sculptures qui elles-mêmes sont ouvertes au sens où elles vont changer de forme en fonction du vent, par exemple. Donc si on regarde ces nouvelles approches, on voit qu'on augmente la liberté collective et la liberté individuelle. La grille de jazz est un peu différente parce qu'elle est basée historiquement sur soit une mélodie, soit une progression d'accords. Donc ici, par exemple, on a typiquement ce que vont faire les jazzmen, en tout cas dans la période swing et bebop et au-delà. Ils vont avoir un thème, donc ici une mélodie, sur lequel ils vont soit chanter, soit ils vont la jouer simplement, avec derrière un accompagnement d'accords. Et ensuite, ils vont conserver cette trame harmonique, soit pour improviser autour de la mélodie, soit pour improviser sur cette progression d'accords. Ce qu'on appelle la grille harmonique. Pareil pendant la période bebop.
En 1949, Lenny Tristano, un pianiste, fait un premier enregistrement de quelque chose qui n'est pas sur une grille. Alors je vous le passe un petit peu comme ça. Ça commence avec du piano seul. Et à l'écoute, on s'aperçoit que ce n'est pas une improvisation complètement libre. Pourquoi? Parce que justement, les musiciens ont décidé, vraisemblablement à l'avance, d'entrer les uns après les autres. Entrée du saxophone, l'Ikonitz, et on s'aperçoit qu'on arrive à construire une musique en temps réel, sans avoir prévu de grille, de support précis à l'avance. Je passe au suivant. Donc si on veut placer l'improvisation libre sur ce diagramme, eh bien on voit que le jazz va plus loin en termes de liberté individuelle. En termes de liberté collective, on augmente aussi, mais on s'aperçoit rapidement que ça n'est pas si évident que ça de modifier le comportement collectif quand on est nombreux. Et ça, on le voit notamment avec le free jazz sur lequel je vais revenir après. Je suis ma logique historique. En 1959, Miles Davis propose, lui, une autre approche basée sur l'idée qu'on peut conserver la grille, mais qu'on peut jouer de la longueur des différents éléments. Donc ici, vous avez par exemple la première partie, donc vous avez les couleurs sonores qui apparaissent les unes après les autres. Chaque couleur correspond à un élément de grille, c'est-à-dire une harmonie bien spécifique. Do ionien, puis la bémol mixolydien, etc. Et on voit que Miles Davis a utilisé 4 mesures pour la première partie de cette improvisation, alors que le troisième improvisateur, Julian Cannonball Adderley, lui en a utilisé 8 ou 10. Autrement dit, ils étirent la forme, ils conservent la structure, ils conservent cette référence qui leur permet de garder une cohérence harmonique, et en même temps, ils jouent dessus, et pour passer d'une couleur à une autre, vraisemblablement, ils utilisent un signe visuel en regardant les autres musiciens. C'est vrai. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres approches, mais je pense que c'est celle-là. Alors je vous fais juste écouter un tout petit peu du début, juste pour vous mettre en tête l'idée de cette cohérence harmonique qu'on n'avait pas forcément avec les approches où on est entièrement libre. Donc on est sur l'introduction ici. Miles Davis entre, première mesure. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Et là, on va basculer sur la deuxième couleur harmonique. On y est. Donc vous voyez, on conserve vraiment une logique harmonique bien identifiable. Donc cette fois-ci, on passe ici, on augmente la liberté collective puisqu'on arrive à jouer sur la structure en accroissant un peu la liberté individuelle puisque le musicien peut lui-même décider de sa propre structure et de son solo sur cette structure. En 1960, Ornette Coleman propose free jazz avec un double quartet. Alors c'est de la musique plus libre encore, effectivement, mais si on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui sont pensées derrière. Alors là, comme ça, vous n'en apercevrez pas au premier abord, mais en fait, il y a 2 quartets avec un qui joue à une vitesse double de l'autre. Ce dont on s'aperçoit également, quand on écoute le disque en entier, c'est que quand on met 8 musiciens ensemble comme ça, on a du mal à les faire évoluer dans une direction précise ou dans une autre. Parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Alors évidemment, en s'écoutant, on peut modifier des choses, mais ça n'est pas toujours évident en tout cas, ça n'est pas facile. Donc ce qu'on voit ici, c'est que avec le jazz, on ouvre, avec l'improvisation libre, vers plus de liberté individuelle, mais plus le groupe est nombreux, plus on a tendance à perdre cette liberté collective. Augmentation de la liberté individuelle et perte de liberté collective. Alors ce sont des schémas, hein. On peut toujours trouver
des exceptions là-dedans. Et ça n'a pas de valeur, ce n'est pas un jugement de valeur esthétique pour le coup. Alors on peut se poser la question de comment aller au-delà, comment aller plus loin en liberté individuelle, en liberté collective, comment gérer cela. Alors une des propositions qui a été faite, c'est le sound painting, proposé par Walter Thompson dans les années 70. Alors je vais vous mettre un petit exemple. Walter Thompson propose une approche basée sur des signes visuels. Il utilise des signes visuels pour diriger l'improvisation auprès de son orchestre. Là, il indique le groupe entier. Un son long, et il envoie le son. Le groupe entier, arrêté. Tout le groupe toujours, son long, il envoie le son. On monte, on descend. C'est quand même très impressionnant. Je passe, on peut construire des choses qui sont vraiment très remarquables. C'est difficile de l'imaginer quand on ne l'a pas vu. Et il propose, sur cette idée-là, aujourd'hui, il y a 700 signes qui lui permettent de diriger un concert entier, aussi bien au niveau des musiciens que des acteurs et des danseurs. Alors, si l'on regarde où placer cette approche sur notre diagramme individuel-collectif, eh bien, c'est pas facile, parce que lui, il a tous les pouvoirs. Donc, individuellement, il a une liberté individuelle qui lui permet de diriger entièrement la structure, donc la liberté collective, mais tout sur une seule personne. À l'inverse, les membres du groupe ont très peu de liberté. Et il a le droit de parole sur les gens à tout instant. Donc il peut couper le son ou demander à s'exprimer. Il peut aussi laisser une certaine liberté. C'est pour ça que j'ai mis sur le sound painting, ici, j'autorise sur le diagramme une ouverture pour donner plus de liberté aux musiciens, qui pourrait être ouverte considérablement du reste. Autre approche proposée, c'est la méthode Cobra, proposée par John Zorn, avec ses game pieces. Ce sont des sortes de jeux où la liberté est... on a non plus un chef d'orchestre, en tout cas il n'est pas considéré comme tel, mais comme un prompteur. Il dispose de cartes. Donc vous avez ici en bas à droite une carte que John Zorn tient pour indiquer ce que doivent faire les musiciens, mais il ne leur indique pas ce qu'ils doivent jouer. Il leur indique comment ils doivent interagir. Autrement dit, les musiciens conservent une très grande liberté individuelle quand ils ont la parole. Mais ils n'ont pas forcément la parole. Le système est quand même très hiérarchique, c'est-à-dire qu'il a le droit de leur donner la parole ou de leur reprendre, notamment. Il y a aussi une possibilité pour les musiciens de demander à intervenir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'aimerais qu'on fasse ça. Ils constituent un petit groupe pendant la musique et le prompteur leur donne cette liberté et c'est eux qui dirigent. Donc cette liberté peut être partagée. Mais cette liberté reste hiérarchique puisque le prompteur garde le pouvoir sur ceux qui peuvent diriger à l'intérieur du groupe, qui gardent le pouvoir sur les autres musiciens. Donc il y a une espèce d'échange. Donc pour mettre tout ça, alors je vous ai trouvé un petit exemple ici, c'est une approche qui est un petit peu hors style. Donc l'exemple que je vous propose, ce n'est pas John Zorn qui l'a joué, c'est un groupe de musiciens japonais qui utilisent à la fois la musique japonaise et des musiques d'origine occidentale. Et on voit qu'on peut faire des mélanges et des coupures très rapides.
extrait très court. La plupart de ces exemples mériteraient d'y consacrer beaucoup plus de temps d'écoute, parce que c'est vraiment intéressant musicalement et esthétiquement. Alors si on veut placer cette approche, eh bien c'est difficile de la placer parce que à la fois les individus peuvent avoir une très grande liberté puisqu'on ne leur dit jamais ce qu'ils doivent jouer, mais on peut également leur demander de s'arrêter de parler, donc on peut leur couper la parole complètement. C'est très hiérarchique. On a une grande liberté collective puisqu'on peut étirer la forme globale sous différentes manières. Donc j'ai mis quelque chose un petit peu comme ça au milieu qu'on pourrait étirer dans différentes directions suivant les situations. Alors dans les deux approches, ce sont des approches qui sont basées sur les signes visuels. Pourquoi? Parce que le visuel n'entre pas en concurrence avec le sonore. Mais pourquoi ne pas utiliser des signes sonores? Rien ne nous l'interdit, si ce n'est la difficulté d'interaction. John Coltrane, en 1965, dans Ascension, utilise des signes qui permettent de passer entre deux tableaux. François Tusk, en 1965 également, dans son album Free Jazz, un free jazz français, utilise, lui, des thèmes signaux, c'est-à-dire des thèmes qui vont permettre d'orienter vers une nouvelle improvisation. L'exemple de Miles Davis est peut-être plus intéressant encore parce qu'il utilise plusieurs signes, qui sont des signes relativement courts pour justement construire entièrement la structure. Ils sont décrits dans Electric Miles Davis de Laurent Cuny en 1993. Miles Davis, dans le morceau qui s'appelle Spanish Key, utilise plusieurs signes que voici. Un signe qui permet de dire on va vers mi, un autre un pôle mi, c'est assez vague, un autre qui dit on va vers ré, un troisième qui va vers sol, et puis il existe aussi des stop and go, des signes qui disent on s'arrête et on repart. Et on voit dans cet album-là, alors je n'ai pas d'exemple sonore cette fois-ci, je ne l'ai pas mis, que en premier solo, eh bien, il va partir de rien pour dire mi, passer à ré, puis stop and go, puis revenir sur mi, puis partir sur sol. Ensuite, c'est l'improvisation du saxophone. Et puis enfin, il revient sur ce. Il fait une deuxième improvisation, il part de nouveau de mi, et il utilise le signe pour aller vers sol, puis le signe pour revenir vers mi, puis vers ré, puis vers sol. Et donc, il construit la structure avec quelques signes. Alors, les limites qu'ont ces signes-là, c'est que c'est des signes qui ne peuvent pas être déformés. En tout cas, il ne les a pas déformés. Ils sont difficiles à déformer parce qu'ils sont très compliqués. De ce fait, quand on dit mi, si on est sur sol, eh ben, des fois, ça ne marche pas très bien. C'est complètement assumé dans la démarche de Miles Davis. Mais disons que ce n'est pas pensé comme un langage. Autre approche proposée, André Bokourechlief, lui, il a construit des archipels. Vous voyez les 4 archipels noirs, ce sont des zones que les musiciens vont pouvoir explorer. Ils ont un rendez-vous sur le centre de l'archipel. Une fois qu'ils sont sur l'archipel, hop, ils peuvent s'étirer pour aller explorer ces différents signes. Et ils peuvent construire la musique comme ça. Mais la question se pose de savoir comment passer d'un archipel à l'autre. Alors il a proposé différentes approches, soit des notes tenues qui disent « eh bien on va sur l'archipel sol », soit des expressions orales, notamment les musiciens peuvent dire « alpha ». Ou bien rouge pour aller explorer la partie en rouge. Donc différentes approches. Là, ici, on entre dans le langage, mais le langage parlé commun. Alors j'ai placé cette approche ici. Ça pourrait être discuté. En tout cas, on augmente la liberté individuelle et collective. Par contre, le matériau donné aux musiciens est très précis. Ce sont des petites phrases très courtes qu'ils doivent utiliser. Ils ne sont pas censés aller construire
d'autre chose que ce qui est sur la partition. Et ce dont je veux parler maintenant, c'est le langage de grille ouverte, la grille ouverte, qui est un métalangage. Il a été utilisé pour la première fois en 2002, et là je vous donne à écouter un petit exemple. Ah, pardon. Alors dans cet exemple qui a été enregistré en concert dans des conditions qui n'étaient pas forcément très simples, à un moment, le pianiste qui improvisait son parcours, qui a improvisé son solo de piano, il a dit mineur, do dièse. Il l'a dit sous forme de signe. Hop. Autre exemple. Donc dans ce qu'on vient d'écouter, on a entendu dire par la contrebasse mineur do dièse et un peu plus loin majeur mi bémol. Et c'est ça qui a permis de faire évoluer le contexte harmonique. Alors évidemment, si on ne le sait pas, c'est pas toujours évident de savoir à quel moment ça apparaît. C'est pour ça que je fais un petit peu exprès de ne pas vous le dire, parce que on pourrait s'imaginer que des signes comme ça va complètement dénaturer la musique. C'est pas du tout évident. Alors peut-être que si on l'écoute plusieurs fois, on peut deviner des choses. Hein, c'est autre chose. Mais a priori, ça n'est pas évident. Alors, quand on veut décrire un contexte harmonique de manière assez complète, en s'appuyant ici sur des contextes qu'on a déjà évoqués, du type Do majeur, Do mineur, ou bien Ré mixolydien, eh bien, on a besoin de définir une fondamentale et une harmonie. Pour la fondamentale, il existe, en fait, qui ont été développés, une série de signes dont... Alors, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'il y a plein de complexités derrière qui sont cachées. Une des complexités, c'est que les instruments sont des instruments transpositeurs, parfois. Donc, ce qui est un Do, quand un saxophone ténor joue un Do, on entend un Si bémol. Quand un piano joue un Do, on entend un Do. Donc, il faut trouver une approche qui se défasse de ce problème-là. Autre problème, si jamais on est en Do et qu'on veut dire on va en Do dièse, si jamais on joue Do dièse pour dire on va en Do dièse, ça va dissonner. Donc il faut des signes qui soient plastiques et qui soient adaptables au contexte. Donc c'est un petit peu l'objet de la grille ouverte. Donc, comme on a 12 notes possibles, si on se restreint au cadre le plus commun, eh bien,
12 signes sont proposés. Donc voici ici des lexèmes. Alors, on pourrait me dire ce sont des graphèmes, d'un point de vue linguistique. En fait, ce serait plutôt les graphèmes du lexème, parce qu'on pourrait trouver des graphèmes à l'intérieur qui soient des plus petits éléments. Qu'importe, ce n'est pas l'objet ici. En tout cas, c'est la forme du son qui compte. Donc, par exemple, si je prends le premier, c'est to, ta, ta, ta. Si je prends le deuxième, c'est to, da, 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 da. Le troisième, c'est toe, 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 etc. Qui définissent, en fait, un intervalle. Cet intervalle, il se définit par rapport à une note de référence qui va être pour un instrument en ut Do, pour d'autres instruments, d'autres notes. Si on en reste à Do, pour se simplifier un petit peu la tâche, puisque le but, ce n'est pas de vous apprendre à l'utiliser tout de suite, mais plutôt de vous donner un petit peu les concepts qui sont sous-jacents. Pour mémoriser ces différentes phrases, eh bien, il y a un ensemble de signes mnémotechniques qui vont permettre de se souvenir de tout ça. Do, 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 ré, do, si, do, ré, mi, do, ré, si, do. Bon, je n'ai pas le ré absolu, donc je ne suis pas sûr de dire les bonnes notes. Mais en tout cas, elles vont ensemble les unes par rapport aux autres. Ça vous donne un petit peu le contexte. Comment est-ce qu'on va dire énoncer une fondamentale? Deuxième problème. Ah, j'avais un exemple, mais je vous le passerai après peut-être. Deuxième, comment définir une harmonie? Alors, de manière très simple, on peut définir une harmonie de 3 notes par des accords. Donc on a 2 signes pour mineur, majeur, et puis on en a aussi d'autres pour des diminués, des demi-diminués, augmentés. Mais on peut vouloir dire des choses plus en détail. Et si on veut dire les choses plus en détail, eh bien, en fait, on peut utiliser des supraffixes. Les supraffixes, c'est un petit peu comme des préfixes. Préfixes, suffixes, ou bien on peut mettre aussi des choses qui sont à l'intérieur. Et celui-là, c'est un supraffixe. Il vient se superposer à notre radical rythmique. Donc, si on fait le radical rythmique simple, ta, ta, ou rythmiquement, simplement, hein, ta, 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 on pourrait dire ça. Un batteur peut dire mineur. On peut y superposer un suffix qui va nous permettre de définir non seulement des accords de 3 notes, mais aussi des tétra, penta, hexa, heptatoniques. Donc on peut définir des gammes plus ou moins complètes. Donc par exemple, si je veux dire dorien, je vais dire tode, tom, tode, tom. Si je veux dire lydien, je vais dire tode, da, par exemple. Il n'y a pas qu'une seule manière de le dire. On peut le dire de plusieurs manières puisque c'est fait pour être déformable. Je pourrais dire, le dernier, j'aurais très bien pu dire tode, da. J'aurais aussi dit lydien. Alors ça peut paraître très compliqué, en fait ça l'est moins que ce qu'on croit, parce qu'il y a des choses qui, quand on les déforme, on ne sait pas si on les a déformées ou pas. On entend la même chose, grosso modo comme dans les langues orales. Toujours est-il que c'est un langage qui devient un langage plastique, qu'on peut régler où on veut, en termes de hauteur, en termes de déformation des signes, en termes d'élongation. Et on joue beaucoup dessus, c'est pour ça qu'on a du mal à percevoir quand on l'écoute. Si on ne sait pas qu'il y a des signes, si on ne les connaît pas, ces signes, on aura du mal à les trouver. On peut aussi vouloir modifier la rythmique. Pour modifier la rythmique, eh bien, on utilise une numération additive, un petit peu comme les chiffres romains. Alors, on peut dire plus 2 et plus 3, notamment. Pour dire plus 2, c'est toreat, et pour dire plus 3, c'est toetat. Par miroir, on a moins 2 et moins 3, et de ce fait, avec ça, on peut construire des métriques à 2, 3, 4, 5, 6 temps. On pourrait aller au-delà. Après, ça devient, il faut arriver à compter. Et comme on a des chiffres négatifs, eh bien, on peut aussi avoir des 1, des moins 1, des 0, avec une logique derrière. Si on dit moins 1, c'est la fin. Toriate étape, c'est la fin. Bon, c'est la fin, et comment finit-on? On a une phrase de déclenchement derrière. La phrase de déclenchement, voici le lexème, toeoam, qu'on pourrait très bien dire toaeim. Et comme on peut la faire à différents tempos, on peut aussi l'utiliser pour modifier le tempo. Donc si on est sur un tempo comme ça, mais ça peut être aussi l'inverse. Par exemple. Donc c'est très libre, et ça marche relativement bien. Dernière chose, comment combiner tout ça?
Alors il y a une syntaxe. Une syntaxe qui nous dit que, de manière générale, on conserve tout. Quand on fait un changement, on conserve tout. Si on change la note fondamentale, on est sur Do mineur, on dit Fa, Do, Da, Ta, Da, on passe en Fa mineur. Tore, Do, Dat, on passe en Do dièse mineur. Toe, 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 on passe en Ré mineur, etc. Mais on peut vouloir modifier l'harmonie aussi. Si on veut modifier l'harmonie, eh bien, la phrase d'harmonie va appeler un changement de fondamental ou une précision sur la fondamentale. Ça permet, dans le premier cas, d'avoir des changements très rapides. Dans le deuxième cas, ça permet eh bien, de pouvoir moduler plusieurs choses à la fois. Et on en a parfois besoin. Donc si je veux dire, par exemple, je ne sais pas, Ré dorien, eh bien, je vais dire Do, Da, Dam, Do, Da, Dam, Doé, Doé, Doé. C'est un exemple. Et après, je veux rester en dorien. Je veux dire Si dorien. Je n'ai plus qu'à dire Tarea, Da, Taream. Si je veux changer la métrique, j'ai la phrase de métrique pour dire quelle métrique et la phrase de tempo qui est déclencheur. Quand j'utilise la phrase de métrique, c'est le dernier élément qui n'a jamais été utilisé parce que c'est trop compliqué, ou en tout cas on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. La phrase de métrique permet d'utiliser d'autres approches, d'utiliser les autres éléments. Elle ouvre et elle ferme les transitions. Donc quand on lance la métrique, on peut dire ensuite d'autres choses comme l'harmonie, la fondamentale. Tant qu'on n'a pas donné le tempo, il n'y a pas de transition. Et la phrase de tempo est déclencheur, et donc on a une syntaxe complète pour pouvoir modifier tout ou seulement certains éléments. Alors c'est un langage construit ou naturel? Bon, c'est un langage construit, ça semble évident. Mais en fait, il a beaucoup d'éléments des langages naturels. Notamment, il a cette possibilité de déformation. Ce n'est pas du tout un langage formel, comme on peut avoir dans les langages informatiques, par exemple. C'est aussi un langage qui évolue. En fait, il évolue très vite. Il suffit de le donner à des musiciens, et en quelques minutes, ils en ont marre d'un signe, ils le modifient. Et comme ça, le Do majeur, qu'on peut énoncer tada, et dat, eh bien, on peut l'utiliser tada, et ça marche très très bien. Il suffit de le faire suivre par Fa ou Do ou Si bémol. Tada, ta, da, do, da, Si bémol majeur. Ça marche très bien. Donc c'est un langage évolutif. Et les langages naturels sont des langages qui doivent évoluer pour être un langage naturel. C'est aussi un proto-langage. C'est un proto-langage parce qu'il est très rustre. Il est très rustre puisqu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de conditionnel. Donc c'est vraiment un proto-langage. C'est plus proche de moi vouloir que... Mais on ne peut pas dire moi. Donc c'est encore plus rustre. Et en même temps, ça permet de définir des choses très sophistiquées. Ré bémol mixolydien, par exemple. Ou bien on va jouer en 5 temps sur un tempo d'enfer. Il y a une grammaire, une syntaxe, on peut faire des fautes d'orthographe ou d'orthophonie, on peut se tromper. Le risque, c'est que ça fasse rigoler les autres, ou qu'on se trompe et qu'il y en ait un qui comprenne un truc, un autre truc, ce qui est amusant aussi. C'est une langue à ton, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, puisqu'on utilise le ton dans certains cas, comme suprafixe, mais c'est pas alors c'est un ton un peu comme en chinois ou en vietnamien. Par contre, c'est pas une langue isolante. Donc chaque élément est lié l'un au suivant. Ce qui fait que les tons ne sont pas comme en chinois, finalement. C'est une langue très générique, puisqu'on peut définir un très grand nombre de supports, et puis on peut utiliser l'humour. Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités quand même, hein. Mais ça se pratique, et c'est assez amusant. Vous êtes sur Fa majeur, et vous dites à tout le monde Fa majeur, il vous regarde d'un air... Bon, il y a le comique de répétition aussi. Alors, mais le comique de répétition marche mal. Parce qu'en fait, si vous répétez plusieurs fois la même phrase, eh bien, ça devient de la musique. Donc, c'est un comique de répétition qui ne fonctionne pas au sens où on voudrait qu'il marche. On peut faire des private jokes, ça c'est possible, hein. On dit à quelqu'un un truc, mais on ne le dit pas aux autres. Il suffit de le regarder dans les yeux, les autres ne font pas attention. Paf, il y a une partie de l'orchestre qui passe sur une autre tonalité. C'est assez amusant. Et bon, les anglicismes, les fautes d'orthographe, hein. Auto-évolution que j'ai déjà mentionné, on a plusieurs niveaux de langage. Du fait de cette possibilité de réduire le majeur, par exemple, en tada, eh bien, c'est un langage abrégé, alors qu'on a le langage soutenu qui voudra qu'on utilise vraiment le signe tel qu'il est écrit, qui permet d'avoir une bonne énonciation, de mieux se faire comprendre,
qui alourdit aussi, d'une certaine manière. Donc il y a des choix à faire. Il y a un niveau sémantique pour ce qui est chaque mot a un sens, mais par contre, on n'a pas de sémantique qui serait plus vaste en fonction de ce que veut dire. Donc on peut avoir une sémantique héritée, par exemple, il y a certains compositeurs qui voient des couleurs dans certaines notes. Alors est-ce qu'il faut avoir ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Et puis il y a deux dialectes. Il y a deux dialectes qui sont rythmiques ou mélodiques, puisque comme c'est un langage mélodico-rythmique, eh bien, à certains moments, on peut complètement les séparer. Donc je peux dire par exemple, pour Ré, tata, eta, tata, eta. Là, je dirais en rythmique. Mais en mélodique, je pourrais aussi dire toem, to, toem. C'est pas un bon exemple que j'ai pris peut-être. C'est celui qui m'est venu. Donc si on veut placer la grille ouverte sur notre diagramme, eh bien, on serait plutôt en haut à droite, parce qu'on donne beaucoup de liberté individuelle, on donne beaucoup de liberté collective, et en même temps, cette liberté individuelle, elle est donnée à chacun, c'est-à-dire que chacun peut agir sur le collectif, puisque chacun a le droit, en principe, d'énoncer les mots de la langue. Donc il ouvre beaucoup plus en principe, avec les réserves de maîtriser le langage. Ce qui n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que, en fait, et là j'arrive, je m'approche de la fin, on a... Donc imaginez que vous soyez l'improvisateur, et que tous soient improvisateurs, mais l'autre c'est le collectif, vous êtes en haut. Eh bien vous avez affaire à un ressenti, c'est de la musique, donc c'est de l'expression. On s'exprime sans mots. On a la grammaire musicale, qui, elle, est une nécessité de compréhension, qui peut être intuitive dans certains cas, mais pas forcément. Et puis on a le langage de grille ouverte, qui lui est un langage avec une sémantique, avec des signifiants, et il faut faire interagir tout ça. On a des problèmes de contextualisation et de décontextualisation. Quand on veut dire quelque chose, il faut l'adapter au contexte sur lequel on est. Décontextualisation, parce que quand on entend quelque chose, il faut se souvenir de ce qui est derrière. Et puis, on a des interactions dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on interagit avec les autres aussi bien en termes expressifs, puisqu'on fait de la musique, on construit quelque chose où on fait passer des émotions, et un langage en même temps. Donc on écoute les autres aussi bien d'un point de vue expression que d'un point de vue énoncé. Et ça va dans les deux sens, suivant qu'on s'autorise ou non toutes ces interactions. Donc ça donne un petit peu une idée de la complexité qui est derrière. Alors, quel choix faire entre tout ça? D'un point de vue esthétique, il y a des critères esthétiques de type de musique qu'on considère comme beau ou non. Le fait de se référer notamment à des musiques tonales font qu'on garde un contexte harmonique. Mais ce n'est pas forcément ça, la beauté. Donc, c'est très ouvert. Et on pourrait aller vers des musiques qui seraient beaucoup plus des musiques de son, sans être des sons harmoniques, justement. Il y a une esthétique de jeu aussi, puisqu'on a des jeux de rôle entre les différents personnages. Il y a une éthique derrière, puisqu'on a de la hiérarchie, éventuellement, ou des règles suivant qu'on les offre ou non à tous. En l'occurrence, ici, il n'y a pas tellement de hiérarchie, mais on pourrait très bien dire, lui, il a le pouvoir d'utiliser les phrases, les autres n'ont que le pouvoir de les exécuter. On peut dire ça, mais dès lors qu'on maîtrise le langage, rien ne nous interdit de commencer à parler. Donc, il y a cette ouverture. On peut ensuite voir les règles qu'on a choisies comme des règles légales. On dit ré mineur, on doit jouer en ré mineur. Mais en fait, rien ne nous oblige, on peut très bien sortir des accords en utilisant des approches qui sont très utilisées en jazz. Par exemple, vous êtes en do majeur, mais ça ne vous empêche pas de jouer en fa dièse majeur, ré majeur, et de revenir en do majeur ou autre chose, d'utiliser la superstructure. Donc il y a une certaine liberté à prendre individuellement, éventuellement, ou non, suivant les choix esthétiques qu'on veut faire, et l'esthétique au sens, qu'est-ce qu'on veut exprimer? Pas seulement au sens esthétique, purement de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais également en termes expressifs. Et puis les relations collectives individuelles, mais qui ramènent un petit peu à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Voilà, donc avec ça, normalement, on doit pouvoir générer un disque, qui serait un disque virtuel,
fait, générer de la musique qui serait individuellement et collectivement plus libre. Ça, c'est un petit peu l'objectif de départ. Et pour ceux qui ne seraient pas musiciens et qui voudraient imaginer ce que c'est que de mettre des signes sonores au sein de signes musicaux, au sein de la musique, sans que ce soit des signes avec un signifiant, et bien ici vous avez la même chose en visuel, avec certains signes qui sont de véritables signes, en chinois notamment, mais vous avez des faux signes chinois également. Et puis vous avez des signes qui semblent ne pas en être, et qui en sont. Et je suis arrivé au bout.